Je vais parler en français parce que nous avons de la chance d'avoir Margaret derrière l'écran qui peut parler anglais, espagnol et français. Et donc qui va très bien vous traduire tout ça. Let's go, Mrs. Robertson. Ce que je vous propose de faire ici, c'est de balayer un paysage français. Alors évidemment, je ne vais pas être exhaustif, bien entendu, ce serait trop long et trop intense, je pense, mais je vais vous parler à la fois de quelques exemples que j'ai pu observer, et aussi de quelques exemples que j'ai pu et que je peux vivre, non seulement en tant qu'observateur depuis... Natalia l'a rappelé depuis très longtemps, qu'observateur du patrimoine industriel en France, mais aussi en tant qu'acteur du patrimoine industriel. Et c'est l'exemple de cette image que vous avez en introduction, qui est la future implantation de l'Université de Nantes dans le quartier de la Création. Et j'avoue que j'en suis assez fier. Et je vous en parlerai plus tard. Les flèches sont là. Donc, pour rappeler un peu le contexte par rapport à cette notion de criss-crossing qui est difficile à cerner finalement, je vais faire écho, sûrement vous allez voir, à quelques-unes des présentations de ce matin et des discussions qu'il y a eu de ce matin. Et je ne ferai pas écho, mais je ferai l'anticipation d'une présentation qui aura lieu demain, je crois, sur Marseille. Et on est là, effectivement, dans des discussions qui se croisent entre ce que c'est que l'usine, ce que c'est que l'usine dans son contexte, ce que c'est que l'usine dans son contexte avec ses acteurs, donc où sont les travailleurs? C'est une question qu'on va poser aussi, puisque dans la mesure où cette problématique de la culture et de l'intervention culturelle dans ces lieux-là me paraît quelque chose de tout à fait important à creuser, mais qui pose question aussi sur ce que c'est que ces cultures, ce que sont ces cultures. Est-ce que la culture, c'est juste l'art? Ce qui n'est pas péjoratif quand je le dis. Je connais les plasticiens, je fais de la photographie, j'aime l'art, mais est-ce que c'est que ça ou est-ce que c'est aussi autre chose que la culture? Donc on va un peu parler de ça. Alors pour parler plus précisément de ce que c'est que cette notion de criss-crossing, en France on a des antécédents qui sont une montée en puissance qui a suivi finalement cette question du patrimoine industriel, mais qui n'est pas en réalité lié proprement à la question du patrimoine industriel. C'est des interrogations sur qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces friches industrielles, ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autres lieux, ce qui est aussi une autre question. Et en particulier avec ce monsieur qui s'appelle Fabrice Lextrait, qui a participé avec d'autres, ce sera, j'imagine, une partie de la présentation de Martha demain, sur... C'est cet après-midi, pardon Martha, excuse-moi. Donc cet après-midi, Martha, effectivement de ce qui s'est passé à la friche de la Belle de Mai dans les années 90, ancienne manufacture des tabacs, pour faire court, site immense. Et Fabrice Lextrait a été finalement celui qui est sorti du chapeau, si je puis dire, dans la reconnaissance culturelle, et il a été chargé de mission autour des années 2000 par le ministère de l'époque et par le ministre de l'époque, qui s'appelait M. Dufour, sur ce qui s'est appelé à l'époque, et ça a fait remuer les méninges de beaucoup de gens au début des années 2000, ce qui s'appelle en France les nouveaux territoires de l'art. Et ça a donné lieu à des rapports et à des publications qui sont vraiment cette question sur qu'est-ce qu'on fait dans des nouveaux territoires. Et dans territoire, on entend bien entendu non seulement le lieu physique, mais le lieu d'action et le lieu des acteurs, et avec justement ces indications-là. Et ça rejoint tout à fait, pour partie, ce qui a été dit en introduction ce matin sur ces enjeux-là. Un autre personnage important, qui est à la fois nantais et national, voire international, c'est Jean Blaise. Jean Blaise, qui a été l'animateur pendant des années, qu'il est toujours un peu, mais même s'il a une nouvelle mission aujourd'hui. Donc Jean a été celui qui a su occuper le territoire dans les années 90 à Nantes, avec un festival assez extraordinaire qui se tenait 6 jours, 6 nuits,
de 6 heures du matin à 6 heures du soir, et il devait y avoir 6 manifestations. La dernière n'a pas eu lieu, puisque c'était Cuba, et ça a été finalement, ça n'a pas marché, pour des raisons politiques cubaines, essentiellement, pas que. Et donc ça a été un des moments, un des révélateurs de cette question de l'occupation des territoires, finalement, et de l'occupation de lieux improbables, ou de lieux inattendus, et en tout cas de lieux inconnus ou méconnus, qui ont été pour la plupart d'entre eux des friches industrielles. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'il y a eu j'allais dire une révélation, pas au sens religieux du terme quand même, une révélation de justement la richesse de ces lieux-là, mais encore une fois sans question patrimoniale. Ni Fabrice Lextrait, ni Jean Blaise ne se posent des questions de patrimoine. Et pour en avoir parlé directement, pas avec Fabrice Lextrait que je connais pas, mais avec Jean Blaise que je connais très bien, cet homme-là ne regarde pas le passé et ne regarde pas le patrimoine en tant que tel, ou en tout cas ne le regardait pas, puisqu'actuellement il est un peu obligé pour le fait de ses nouvelles fonctions de le regarder davantage. Il y a une vraie interrogation mais c'est finalement l'interrogation de tout ce qu'on se dit depuis ce matin sur ces enjeux-là. Et puis il y a un autre acteur assez fondamental en France sur ces questions-là, qui s'appelle Patrick Bouchain, qui lui est architecte. Patrick, j'aime bien cette photo de Patrick parce qu'il est fier comme ça, il est tout le temps fier comme ça. Et c'est un type assez formidable qui a posé, je crois, de la manière la plus intense qui soit en France en tout cas, la question des coûts de construction, la question de ce qui se passe pendant le chantier, la question de la prise au sérieux des gens qui font le chantier, et des enjeux qui se passent pendant le chantier, pendant la construction, et la question finalement du sens de la construction, c'est-à-dire du respect du bâtiment lui-même, puisqu'il a été construit par des gens. Ça, c'est son positionnement d'architecture, qui n'est pas non plus un positionnement patrimonial au sens classique où on l'entend, mais qui finalement, vous le voyez, rencontre, bien entendu, des problématiques qui sont les nôtres. Et il a publié pas mal de choses, il fait beaucoup de conférences, il adore ça. Et actuellement, il n'est plus architecte, mais il fait autre chose et il est encore hyper actif dans l'ensemble de ces domaines. Et puis, bon, il y a un suivi, là je vous ai mis la page du site Art Factories qui suit ces actualités-là du point de vue finalement d'une certaine continuité de la réflexion sur les nouveaux territoires de l'art. Alors, il y a des exemples, bien entendu. J'ai parlé de Marseille tout à l'heure, donc juste quelques images en guise d'introduction pour vous mettre en épetit par rapport à la communication de Martha cet après-midi, sur ce que c'est que la Belle de Mai, qui a été justement effectivement un des lieux qui, dès le début des années 90, via des artistes, via des occupations, via une association d'Astéride, dont Martha vous parlera tout à l'heure, avec des acteurs très complexes, à la fois des acteurs locaux, j'allais dire la famille Poitvin, Christian et Mathieu, père et fils, qui sont intervenus de manière différente, et puis Bouchain, et puis Jean Nouvel, et puis plein de gens qui se sont penchés sur le devenir de cette friche assez fascinante, et avec un jeu d'acteurs qui s'est construit finalement autour de qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, autour effectivement d'occupations culturelles, de suite, mais ensuite avec des projets plus longs, puisque maintenant il y a des choses qui sont très instituées, il y a les archives municipales, il y a un centre de restauration d'œuvres d'art extrêmement important, et puis il y a un ensemble de structures culturelles qui donnent la friche de la Belle de Mai, qui est entre la gare de Marseille, entre la gare Saint-Charles et le quartier de la Belle de Mai, qui est un des quartiers les plus pauvres de France. Et donc là, il y a des enjeux aussi très lourds sur qu'est-ce que c'est que cet endroit-là où on est quand on fait de la culture au sein du patrimoine industriel. Je reviendrai là-dessus potentiellement. Je reviendrai là-dessus, d'autant plus qu'on a aussi un autre exemple. Sous la signature architecturale de Patrick Bouchain, c'est la condition publique à Roubaix. Alors pourquoi la condition publique? Ce terme vient du mot conditionnement, qui est finalement, pour faire court, le calcul du point net de la laine. Roubaix, près de Lille, grande ville textile du Nord, grande cité des lainages et du textile à laine. Et donc la laine qui arrive du monde entier, on doit calculer son point net, on la conditionne donc, et il y avait plusieurs conditions à Roubaix, et c'est cet exemple-là. Bon, vous reconnaissez peut-être, pour certains d'entre vous, si pas quelques-uns étaient peut-être au Tiki à Lille, au congrès du Tiki à Lille il y a 2 ans, donc c'est une petite cérémonie à ce moment-là qui est là-dessus. J'attire votre attention sur ce travail qui est là encore lié à une condition
là pour le coup, avec ce jeu de mots, une condition intéressante par rapport à ce travail, mais qui n'est pas ni un squat, ni une initiative originelle. Il y a un travail qui a été immédiatement basé sur la problématique de l'art et de la culture, avec Patrick Bouchain aux premières mains, mais c'est un monument historique. C'était un monument historique dès le départ. L'intérêt de Bouchain là-dessus, ça a été de revisiter en fait ce monument historique, et en particulier cette problématique de la prairie au-dessus, puisque alors là, je pourrais passer 2 heures sur la condition, je m'arrête là. Là, il y a des enjeux de révélation, y compris de l'herbe comme étant du patrimoine, puisqu'il y a des graines, des végétations qui ont été apportées à la fois dans la laine et peut-être même par les ouvriers polonais mineurs qui avaient apporté des fruits. Enfin, il y a toute une histoire, et il y a eu une étude scientifique, biologique de cette herbe-là, et l'herbe a été restaurée. Donc il y a eu des soucis, mais c'est vraiment une très très belle aventure là-dessus. Et comme je suis un peu narcissique, je vous mets des photos que j'ai prises en 2003-2004 pendant ces travaux-là. Vous avez Patrick Bouchain à gauche, là, qui me regarde un peu interloqué. C'est des photos que j'ai eu la chance d'exposer à nouveau à la condition publique l'année dernière. Donc on est bien là sur un enjeu, vous voyez, où à la fois la friche de la Belle de Mai, c'est une grande aventure de très long terme, avec des montages très compliqués, et on ne peut pas dater les interventions de la friche de la Belle de Mai, tellement ça dure depuis 20 ans, quoi. La condition publique, c'est différent. Une intervention MH, monument historique, pardon, et hop, quelque chose qui s'est passé ensuite au niveau des travaux. Alors bien entendu, je vais être un peu, pas trop long, j'espère, tu vas me couper, Natalia, sur Nantes. Nantes, avec des liens, encore une fois, à beaucoup de choses. On a parlé des industries culturelles et créatives tout à l'heure, avec l'exemple de Nantes. On a parlé des chantiers navals. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même échelle que Brooklyn, mais il y a des choses tout à fait passionnantes aussi sur Nantes. Nantes, une ville compliquée, une ville qui a perdu de l'eau, finalement, avec la Loire qui a été comblée progressivement. Et Nantes, une histoire qui commence, de ce point de vue-là, en tout cas, du point de vue de notre réflexion sur qu'est-ce que c'est que la culture dans l'usine, qui commence avec Lefebvre Utile, une grande biscuiterie française, une des plus grandes biscuiteries françaises, qui a été restaurée, réhabilitée de manière tout à fait intéressante par Patrick Bouchain. Et j'ai mis Jean-Marie Lépinet aussi. Jean-Marie Lépinet, c'est un architecte du patrimoine qui a fait la tour. Et donc il y a eu une espèce de rencontre entre cette restauration, reconstruction de la tour de type monument historique, avec les interventions de Bouchain qui, elles, sont plutôt pas monument historique, mais qui sont sur une discussion sur le respect du bâtiment tel qu'il était quand il l'a reçu, qui sont tout à fait passionnantes. Le lieu unique vit très bien depuis plus de 20 ans. En tant que lieu unique, excusez-moi, depuis 17 ans, puisqu'il a été ouvert le 31 décembre 1999 à minuit, ou au choix le 1er janvier 2000 à 0 heure. Et donc c'est vraiment un élément de tournant du siècle qui est tout à fait important. Alors l'île de Nantes, lui n'est pas sur Nantes, l'île de Nantes, c'est des acteurs. À gauche, vous avez Jean-Marc Ayrault, grand-maire de ville de Nantes. Je ne sais pas s'il a été grand Premier ministre, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il a été grand-maire de la ville de Nantes. Et puis Alexandre Chemetov, au fond, qui a été l'acteur pendant toute la réflexion au début des années 2000 sur les aménagements urbains de l'île, avec tout un travail justement sur les chantiers, sur les grues, sur les cales de construction qui sont encore en cours, avec un travail très très intéressant, très fin d'Alexandre sur ces enjeux-là, et avec une révélation qui est liée à la fois au sens des choses, avec des discussions assez parfois compliquées avec les associations locales de patrimoine industriel. Je pense à mes amis Jean Relais et Gérard Trépoteau en particulier. Et puis une révélation des lieux, par exemple ce hangar à bananes, donc qui permettait de stocker au frais les bananes pendant qu'elles puissent mûrir avant la commercialisation, et qui donne aujourd'hui ce que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire un espace de circulation très partagé avec des expositions, des bars, etc. Et puis bien entendu, on les a vus ce matin, vous les avez aperçus, l'éléphant, c'est les machines de l'île. Là pour le coup, c'est vraiment l'intervention aussi de qu'est-ce que c'est que la culture, mais aussi qu'est-ce que c'est que le tourisme dans ces choses-là, avec pas seulement ça, donc c'est de l'événementiel, c'est du spectaculaire, c'est de la machine monumentale, mais c'est finalement aussi d'une nouvelle fabrication de machines,
sur le lieu même. Donc là, il y a une discussion très très importante entre justement les amis de la navale qui sont absolument contre ce truc-là, totalement contre. Mais vraiment totalement contre. Ils détestent François de la Rosière, quoi. Alors que ça peut se discuter de manière différente. Et puis, bien entendu, tout ce qui est industrie culturelle et créative, avec des événements, en l'occurrence récents, et des interventions récentes qui sont là, pour le coup, typiquement sur le numérique, le techno, etc. Qui sont l'art numérique en particulier, et des éléments comme ça, qui se discutent finalement, et dont on voit qu'ils sont en phase aujourd'hui de manière pas si simple que ça, mais en tout cas très très dynamique. Il y a eu la semaine dernière la Nantes Digital Week qui a été un succès absolument colossal, avec un grand événement aussi qui s'appelle Scopiton, qui est lié aux arts numériques de manière très 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 puissante. Alors aujourd'hui, il y a une deuxième phase de cette affaire autour des anciens, d'un des éléments des chantiers navals de Nantes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne usine Alstom. L'ancienne usine Alstom, qui est une ancienne usine de construction mécanique, pour faire court, anciens ateliers chantiers de Bretagne, et qui sont à la fois sous la houlette de la deuxième équipe de gestion des espaces publics, dont Marcel Smets et Annemie de Peut, qui a été changée il y a l'année dernière. En œuvre, typiquement, on est pour le coup totalement dans les industries culturelles et créatives. On a l'école des beaux-arts. On va avoir ce qu'on appelle une cantine numérique, donc un village de start-upers du numérique. On va avoir en rouge notre intervention à nous dans un pôle dédié aux cultures numériques qui est le pôle universitaire. Et voilà, ces éléments-là. Donc c'était des halles absolument fascinantes dans leur dimension, qui bien entendu ont dû être comblées pour faire une école. On ne peut pas faire une école totalement vide. Et donc, le travail de Franklin a été un travail très fin, à la fois de respect du lieu, mais aussi de respect des contraintes techniques. Donc, il y a finalement, si on en faisait une analyse fine, pas grand-chose qui reste de l'ancien, mais en tout cas, il y a un respect de la forme qui est tout à fait évident. Une autre opération d'Avignon et Clouet qui va voir le jour bientôt, qui est, elle, plutôt justement une opération privée liée à cette fameuse cantine numérique. Et puis, notre intervention à nous. Là, je prends ma casquette de vice-président immobilier. L'intervention à nous qui a été gagnée par l'équipe Lean, qui est une équipe berlinoise dirigée par Finn Geipel, qui est vraiment un architecte tout à fait intéressant. Et ce pôle interdisciplinaire dédié aux cultures numériques va être, je pense, une très très jolie chose. Reste maintenant pour nous à la remplir du point de vue académique, mais en tout cas du point de vue architectural, je suis assez content de ce qui va se passer. J'avais un gros problème personnel sur cette affaire, puisque je suis spécialiste du patrimoine industriel, comme l'a rappelé Natalia depuis longtemps, et en tant que vice-président immobilier, je ne pouvais pas me décevoir. Je crois que je suis en train d'y arriver, donc on verra quand ce sera ouvert. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que c'est de la culture? Si on rajoute de l'universitaire là-dedans, c'est quoi cette culture? Est-ce que c'est la culture ouvrière? Est-ce que c'est de la culture du numérique? Est-ce que c'est de la culture de la marginalité prétendue des territoires de l'art? Par contre, tout ça, c'est de la culture. Et je pense que justement, on a une relation à avoir entre qu'est-ce que c'est que la culture et qu'est-ce que c'est que la connaissance, et qu'est-ce que c'est que pour nous, l'universitaire producteur de connaissances, tout à fait comme l'école des beaux-arts finalement. Des enjeux très très forts. Et j'avais, il y a 4 ans, même 3 ans, demandé à une de nos stagiaires d'un de nos masters et qui était chez nous à l'immobilier université de faire une espèce de cartographie des sites de patrimoine industriel qui avaient été réhabilités à des fins universitaires. Donc cette cartographie n'est pas forcément complète, il faut encore qu'on la travaille, mais on commence à avoir des données assez intéressantes là-dessus. Alors, l'île de Nantes, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres types de production et de culture. La salle à tracé de Chantenay, je vous l'avais présentée il y a 4 ans pour ceux qui étaient là très très rapidement. Alors AIA, c'est pas l'association d'architectes américains, c'est un autre AIA, c'est architecture, c'est agence, non c'est architecte et ingénieur associé, qui est une très grosse agence d'architecture et d'ingénierie nantaise, qui en a fait son bureau, un gros bureau, hein, ils sont 250, et qui du coup a eu aussi, avec des contraintes d'occupation qui sont les siennes en termes de surface à prendre, un souci de respect, là pour le coup patrimonial, des traces qui sont très très importantes de ce point de vue-là, avec en particulier ce grattage du sol qui servait aux traceurs
à monter les épures pour découper les tôles. Un autre sujet, alors c'est là qu'il y a aussi des questions, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être béni oui et de dire tout est bien dans le meilleur tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a des sujets, à Nantes en particulier, il y a une concurrence entre ces nouveaux enjeux de la culture qui bougent, avec cet arbre au héron qui est porté par les acteurs des machines de l'île, donc par les créateurs de l'éléphant, qui va aller dans une carrière, une ancienne carrière, et qui se trouve en face de cette chose-là. Alors cette chose-là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Il se trouve que cette chose-là, c'est un des tout premiers bâtiments au monde construits par l'entreprise NBIC en 1895. Le dépôt NBIC, c'est 1892, Natalia. Et c'est vraiment la naissance du béton armé. Tout simplement, c'est-à-dire la moitié de l'architecture mondiale, quoi, depuis. Donc c'est pas rien, quoi. Et donc on est en discussion difficile et je le crains douloureuse sur le fait que ce bâtiment peut être désossé, peut être très intéressant et va pouvoir révéler autre chose. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné, d'autant plus qu'il y a tous les trucs à la mode qui sont là, quoi. L'arbre au héron, ce sera un truc génial. Vraiment, ce sera très très bien. Là, ce qui s'est passé dans la carrière il y a 10 jours, c'était de l'art numérique visuel, c'était pas mal aussi. C'était pas parfait, mais c'était pas mal. C'était vraiment bien, quoi, on va dire, pour être plus positif. Donc vous voyez bien que là, il y a des concurrences qui sont très très fortes entre tous ces enjeux-là, et finalement, cette culture du dépassement, si on peut traduire de manière un peu excessive le crisscrossing, qu'est-ce que c'est que tout ça dans cette affaire? Alors qu'encore une fois, ce bâtiment est assez documenté, pas tant qu'on le voudrait, mais assez documenté. C'est vraiment un bâtiment fondamental pour l'histoire de l'architecture tout court. Et il était présenté comme tel d'ailleurs dans les premières publications de NBIC dans les années 95. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a des idées de le garder à moitié, il y a des idées, enfin bon, il y a un peu n'importe quoi qui traîne, mais c'est compliqué à faire. Un autre petit exemple, je sais pas, il me reste combien de temps, ça va? Alors ça, c'est intéressant parce que on parle des grandes villes. Là, tout à l'heure, on parlait des Brooklyn Shipyards, c'est juste un truc énorme, quoi. Ici, c'est une petite ville, Couëron, ça fait 20 000 habitants et c'est à côté de Nantes. C'est quand même dans la métropole nantaise, mais c'est tout petit. Et à Couëron, il y a ce qu'on appelait une tour à plomb, qui permettait de faire les plombs de chasse à partir des années 1870, qui a ensuite fait d'autres choses. Et cette tour est classée monument historique. Elle est tellement haute que quand on veut prendre les gens en bas, on n'arrive pas à prendre le haut, quoi. Et bien là, il y a eu un travail absolument passionnant, piloté par le maire de l'époque, Jean-Pierre Fougerat, qui malheureusement est mort peu de temps après l'inauguration que vous voyez ici. C'est l'inauguration de la médiathèque. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'inauguration des lieux associatifs en 2009, et puis la fin du projet, c'est la médiathèque en 2015. Donc vous voyez ici une photo que j'aurais pu mettre plus grande sur l'espace. Ça, c'est vraiment vachement intéressant, cette affaire. Je ne sais pas comment tu traduis vachement, Margaret. C'est vraiment passionnant parce qu'on est dans une petite ville avec peu de moyens. Comment on fait quand on a un grand patrimoine, quand on a peu de moyens? Et comment, finalement, la réflexion qui s'est étalée sur 20 ou 25 ans, c'est-à-dire depuis le début de cette histoire des années 90, avec Jean-Pierre est arrivé comme maire en 95 et il a porté ce projet-là pendant tous ses mandats, et toute sa vie finalement, eh bien, il y a eu une question de mémoire ouvrière très très forte. Et les salles s'appellent avec des noms de l'industrie. La place s'appelle la place du 12 mai, qui a été je ne sais plus si c'est 12 mai ou la place des femmes en colère. Non, la place des femmes en colère, 12 mai c'est au Chili. Mais là, c'est les femmes en colère. C'est un peu ce rappel-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une grève, les femmes c'est quand même vachement moins grave qu'au Chili. Les femmes ont circulé en rond, il y a eu une espèce de truc comme ça. Et donc il y a cette mémoire ouvrière qui est portée là pour le coup, de manière symboliquement forte, avec un enjeu sur la vie associative qui est fort. Et je trouve que c'est vraiment une réalisation tout à fait exemplaire. Une autre échelle, mais justement, comment on arrive à qu'est-ce que c'est que la culture? Est-ce que c'est que la culture de l'art, entre guillemets, avec ce dont on a défini... ce dont on a déjà parlé, que, encore une fois, je ne décris absolument pas.
Mais est-ce que c'est finalement aussi dans nos enjeux de patrimoine industriel la culture ouvrière tout court qui est en jeu? La Ciotat, 1987, fermeture des chantiers comme pratiquement tous les chantiers français navals. Occupation par la CGT, 120 personnes l'occupent jusqu'à 1994. Ils maintiennent l'outil de travail, ils entretiennent les grues, ils entretiennent les cales comme ils peuvent. Et c'est ça qui sauve le lieu. Et en 93-94, il y a eu des discussions après des épisodes, tapis et autres. Finalement, le lieu est sauvé et le lieu devient une nouvelle société avec un accord préfecture, ville de la Ciotat et la CGT qui dit OK, on n'occupe plus le terrain, mais là il se passe quelque chose. Et ce maintien, là pour le coup, de la culture ouvrière au sens le plus fort du mot, a permis de sauver les chantiers et aujourd'hui permis leur renaissance, puisqu'on était à 3000, on est passé à 0, ensuite il y a eu 120 têtus, et puis aujourd'hui ils sont 6 à 800, sans compter la sous-traitance. Donc là on est bien sur quelque chose de tout à fait important. Ce que vous avez à droite, en bas, pardon, c'est des images qu'on a faites nous à la fois en cartographie, système d'information géographique, et puis de la modélisation numérique 3D que je fais avec un de mes amis ingénieurs à Centrale Nantes, où on travaille beaucoup sur ces problématiques de numérique et de modélisation des machines. Mais là, vous voyez comment ces enjeux de connaissance des choses sont là, alors qu'au départ, la question ne se posait pas. La question n'était même pas posable à la Ciotat. Je suis intervenu en 2007, non même pas, ça c'était 2003-2004, sur une toute petite grue de la Ciotat, en tant qu'expert sur les grues. Je suis un expert des grues, comme ça. Et les gens, on n'avait pas le droit de questionner le chantier, quoi. Le chantier n'existait pas, il était en dehors de la ville. Alors que si vous connaissez la Ciotat, la ville, elle est tout simplement, elle touche la Ciotat, il y a une espèce de rencontre de paysages, il y a un paysage urbain là, dans l'intitulé, il y a une rencontre de paysages qui est juste extraordinaire dans cette affaire. Et puis voilà, donc du coup on a pu travailler là-dessus, et quand on m'a sollicité pour la première fois en 2007 sur les chantiers eux-mêmes, à propos d'une expertise de grue justement, on parlait peu de la mémoire des chantiers, il n'y avait aucune carte postale des chantiers dans la ville par exemple. C'était vraiment un truc blackout. Et maintenant, il y a des cartes postales des chantiers, on reparle des chantiers, il y a eu des publications, il y a eu des choses comme ça qui sont sorties, avec bon, voilà, des vues, voilà, qui posent aussi des questions, parce qu'il y a des enjeux de maintien des engins de levage lourds qui sont juste colossaux. Hein. Un grand portique comme celui-là, c'est grand comme l'Arche de la Défense en profil. Donc on est bien là sur des problématiques de monumentalité qui sont extrêmes, qui sont encore une fois maintenues pour celles qui fonctionnent, mais il y en a la moitié qui ne fonctionnent plus, et je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir les sauver, compte tenu en particulier des finances publiques du ministère de la Culture. Un autre exemple que je n'ai pas étudié moi, et alors dont il vient de sortir un article de Bernard André dans la revue Patrimoine industriel qui en parle. On parle tout récemment, il est sorti ce mois-ci, c'est le plateau des Capucins à Brest, Arsenal encore en fonctionnement, mais qui libère, pour plein de raisons, une partie de ses actifs fonciers, qui réduit en fait sa capacité de production, ou en tout cas qui la modernise et qui la transforme. Et donc là, on a eu un énorme sujet de réhabilitation de cet ensemble-là, avec une discussion là aussi sur le lien avec la ville, et en particulier l'établissement d'un téléphérique qui a été ouvert à la fin de l'année dernière. Et cet ensemble-là a été inauguré au tournant 2016-2017, donc là on est encore une fois dans quelque chose de tout récent, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un lieu de vie, c'est une médiathèque, mais c'est vraiment un lieu de vie. C'est-à-dire que, bon, d'accord, mais les Asturiens savent ce que c'est aussi, des fois à Brest il pleut, quoi. Il pleut aussi en Asturie, un peu, quoi. Et donc, c'est vraiment un espace collectif, un espace de partage, qui est encore une fois là très très lié à la fois à des problématiques d'art. Il y a un centre d'art, il y a un théâtre qui vient d'arriver, il y a une médiathèque magnifique qui est là, et puis il y a une vie globale qui se met en place, et les gens, les mômes, ils font du vélo et du roller dans les nefs, quoi. C'est vraiment vraiment une très très grande réussite, avec des espaces, et puis
avec du maintien de machines. Alors j'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas le temps. Des machines qui sont toutes renseignées. La dizaine de machines qui est restée sur place, il y a des cartels qui sont là. On explique ce que c'est de manière précise. Alors évidemment, ça ne résout pas tout, cette affaire, puisque juste en dessous, il y a encore l'arsenal qui est là, et il y a en particulier un marteau-pilon des années 1860-70, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc là, il y a un vrai sujet aussi sur jusqu'où on va dans cette problématique-là, et comment on peut gagner de l'intérêt là-dessus. D'autres exemples, très rapidement, qui sont un peu comparables, je pense à la Garça Sauveur à Lille. J'en profite pour faire pas un clin d'œil parce qu'il n'est pas là, mais en tout cas rendre un hommage à Alain Chopin qui est le grand, certains le connaissent d'entre vous, l'animateur de Mémoire du Travail à une association autour de la réflexion sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine industriel, mais pas que, qu'est-ce que c'est que la mémoire dans son ensemble, sur la région Nord-Pas-de-Calais, qui fait un travail tout à fait formidable. J'en ai presque terminé avec là quelque chose qui est très très particulier, mais qui revient finalement à l'origine de ces nouveaux territoires de l'art, qui revient à l'origine de la réflexion de qu'est-ce que peut faire un plasticien, un artiste, des architectes dans un lieu improbable. C'est ce qui se passe en ce moment, avec difficulté, à Chalon-sur-Saône, le port nord de Chalon-sur-Saône, donc on est au-dessus de Lyon, on est vraiment à la partie la plus haute de la circulation fluviale dans cette grande vallée du Rhône, est un ensemble relativement petit, mais avec, là pour le coup, des éléments portuaires, techniques qui sont juste extraordinaires, des années 40, 50, 60. Ça, c'est le petit déjeuner il y a quelques mois. C'est le non-hôtel le plus fascinant que je connaisse. Bon, évidemment, la salle du petit-déj, elle n'est pas confortable, mais c'est juste extraordinaire ce qui se passe là-dedans. Et donc, ça a été piloté par un plasticien, Xavier Guyot, qui était enseignant d'art plastique à l'école d'architecture de Paris-La Villette, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il a fait venir ses étudiants pour en faire un lieu d'expérimentation, ce qui est classique, mais ce qui, dans ces termes, devenait des lieux de vérification. Je vous apprends ça, ok, on le fait vraiment ou pas. Et donc, on teste, on fait bouger les grues, on se débrouille pour qu'elles bougent à nouveau. Je passe sur les questions réglementaires, mais on se débrouille quand même pour le faire. On fait de la lumière, on fait des lampes. Là, ça, c'est une photo que j'ai prise, je ne sais plus, il y a un an. J'y vais le plus régulièrement possible. On remet en lumière, on travaille, et on est juste un peu fou, et assez fou pour le faire. Donc là, c'est Xavier Guyot. Là, c'est Mario Goffet, qui est un ingénieur de formation, qui est artiste de rue aujourd'hui, et qui fait des montages sur l'art de rue. Et ça, c'est Kevin Thérault et Olivier Hertz, qui sont les deux élèves architectes qui ont porté le projet pendant un an, avec une collaboration de la ville un peu compliquée. Ils ont été salariés de la ville pendant un an, ces deux-là, au titre de ce qu'on appelle en France l'habilitation à la maîtrise d'ouvrage en nom propre, l'HMO, qui est le diplôme en France qui permet à un architecte de s'installer, de monter son agence. Je ne pense pas que ça existe pas comme ça en Espagne. Et donc là, on est sur des enjeux qui sont assez passionnants. Donc j'étais tellement content de prendre ce petit déj ce jour-là déjeuner que je l'ai mis 2 fois. Et ça, c'est une conférence qui a eu lieu un an avant, je crois, où j'étais aussi. Et donc on est bien là sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça du point de vue culturel. Et je pense que là, on est sur un exemple qui est tout à fait passionnant. De qu'est-ce que c'est que les origines de ces nouveaux territoires de l'art dont je parlais tout à l'heure. Pour terminer, pour conclure, 3 images. D'une part, ces questions-là ne se posent pas que dans le patrimoine industriel. On est à Bordeaux exactement dans la même situation avec un lieu qui s'appelle la caserne Niel. Donc là, pour le coup, c'est du militaire. Mais il y a des friches militaires qui sont absolument comparables aux friches industrielles, qui sont d'ailleurs bien souvent aussi des friches techniques. La plupart du temps, c'est le cas de la caserne Niel. En tout cas, c'est pas une usine, a priori, mais c'est des entrepôts, c'est du stockage, c'est de la logistique militaire. Et ce qui se passe dans la caserne Niel, c'est exactement la même chose. C'est le même type d'intervention artistique, c'est le même type de questionnement sur les développements futurs, c'est le même type de questionnement sur les choix de destruction qu'il va y avoir bientôt, avec une ville de Bordeaux qui est bien entendu soucieuse de son foncier, donc il y a une pression immobilière lourde qui se pose là, donc il y a des enjeux. Puis il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas sur la qualité architecturale de ce qu'on a vu à Brooklyn.
Vous avez vu les immeubles de Brooklyn, c'est magnifique. Tous. Ici, voilà, c'est de l'entrepôt, c'est des choses plus classiques qu'on a tous les jours sous les yeux, nous, acteurs du patrimoine, mais qui du coup, ne posent pas la même question en termes de valorisation foncière. Et puis, une autre question, ils sont où les travailleurs? Alors, je vous demande de bien regarder. J'ai fait exprès de mettre cette image-là. Là, c'était une journée, il y a 3 ans, lors des Journées du patrimoine, on avait fait visiter les lieux où on va s'installer, nous, à l'université, mais c'était dans une visite plus globale des Halles Alstom. Et quand on parle de Jean Blaise, quand on parle de Fabrice Lextrait, quand on parle d'Alexandre Chemetov, de Patrick Bouchin, des gens de la caserne Niel, des gens de la Friche, etc., c'est pas des ouvriers, les mecs. Hein. Donc, ils sont où, quoi, les ouvriers? Donc ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser, qu'on se pose depuis ce matin, au passage, d'ailleurs, et tant mieux. Mais il y a une vraie question là-dessus. Et je vous parlais de l'attitude compliquée à Nantes qu'il y a entre les cultureux, donc les professionnels de la culture et les anciens ouvriers. Donc là, il y a quand même, vous voyez une petit crâne chauve là, il est au fond, il est un peu caché. C'est Daniel Guillot qui est le président de l'association de l'histoire de la construction navale à Nantes. Je vous ai cité Jean Relais et Gérard Tripoteau tout à l'heure, donc Daniel est le président. Donc il est là, ils sont là quand même, et il y a des éléments de discussion qui sont compliqués. Et puis pour terminer, je crois que c'est la dernière, et comment on fait quand on peut rien faire, quoi. C'est le cas absolument complexe, douloureux, du lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines, qui est un des exemples majeurs de l'architecture industrielle française et européenne au niveau de l'histoire des mines de charbon, et dont on ne peut rien faire à l'intérieur parce qu'il est plein de machines, qui est protégé monument historique, et dont l'institution des monuments historiques a décidé de le démolir, de le déconstruire, parce qu'on ne peut rien en faire d'autre, avec ce que les archéologues appellent un sauvetage par la documentation. Ce qui pose problème et ce qui rejoint aussi d'autres réflexions que Franck et Yuni nous ont dit tout à l'heure sur un autre registre, mais qui sont aussi là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui n'est plus là et comment on en tient compte. Je crois que je vais vous remercier. Merci beaucoup.